Et bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. Aujourd'hui nous allons reprendre la suite d'Isis dévoilée par Blavatsky, mais tout d'abord je voulais vous remercier pour tous ceux qui m'ont laissé un message. En plus c'est vrai que je ne l'avais même pas vu, je m'y attendais pas du tout. Donc suite aux commentaires un petit peu désagréables que j'ai eus sur la chaîne, vous avez été quelques-uns à immédiatement réagir, ça m'a vraiment surpris. Ça m'a surpris, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Bon, vous avez vu que moi aussi j'ai réagi, j'ai laissé le commentaire. Donc tout simplement pour expliquer aussi, moi ça me pose aucun problème. En plus quand j'ai un dislike, j'ai bien vu avec YouTube en général, ça je sais pas si vous êtes nombreux à le savoir. Mais quand vous réagissez en dislike ou en like, de toute façon ça crée une interaction. Donc de toute façon c'est un avantage au niveau de YouTube. Ça veut dire que vraiment, si vous mettez un pouce bas, ça donne plus d'interaction à la vidéo que si vous mettez rien du tout. Pareil pour un commentaire. Comme vous le savez, pour ma part, aucun problème avec les commentaires négatifs. Il n'y a pas de souci à partir du moment où ça apporte et ça enrichit. Dans le sens où faire juste un commentaire gratuit, ça m'intéresse pas. Alors que avoir un commentaire qui justifie pourquoi ça ne convient pas, au moins, la personne apprendra quelque chose aux autres, rentrera dans une discussion et ça fera élever le débat. Parce que là, franchement, c'est encore pire en fait. Moi, je trouve que c'est encore pire. C'est que la personne se dénigre toute seule. C'est facile de sortir comme ça une suggestion de ce type. C'est très facile maintenant. Voilà, chacun ses positions et on en discute et au contraire, au moins les personnes qui écouteront le reste de la vidéo ou la suite ou même le début, elles au moins seront informées de pourquoi une personne serait plus ou moins d'accord. Voilà. Donc merci à tous ceux qui ont réagi en plus derrière, vraiment encore une fois, merci à vous tous. C'était rigolo parce que je m'y attendais pas du tout. Et je l'ai laissé de toute façon. Après, comme je le dis, moi sur la chaîne je suis libre, je vis pas de YouTube comme j'ai déjà précisé. Je lis pour mon plaisir et je rajoute les commentaires parce que c'est comme ça que je le ressens. Maintenant, la chaîne YouTube a juste été là pour finalement vous faire participer, partager ses lectures. Ça plaît, ça plaît pas, comme je dis, il y a d'autres chaînes et vous pouvez aussi acheter les bouquins. Voilà. Et en ce qui concerne les commentaires, encore une fois, je peux tout à fait me tromper, je peux revenir dessus. Je me suis trompée au début aussi sur Elena Blavatsky dans la première lecture. Faut savoir aussi que j'étais sur une autre lecture en parallèle, mais ça vous le savez pas. Et effectivement, j'ai fait une réflexion sur le fait que quand elle parlait de l'Orient, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Et plus tard, 15 minutes après, je me dis mais non, en fait, je me suis trompée. Ça veut pas dire ce que ça veut dire, pas du tout. On sait qu'Elena Blavatsky, alors je risque de vous redire une bêtise, mais je crois qu'elle était sur la Société théosophique. Vous pouvez de toute façon me réécrire à ce sujet, le mettre en commentaire, comme ça servira aussi aux personnes, mais je ne sais plus, mais il me semble que c'était ça, et c'était un des seuls ordres qu'elle avait. Et c'est aussi une personne qui a beaucoup voyagé et qui avait beaucoup de caractère. Donc après, pour le reste, moi je dis, ok, mais mettez des commentaires constructifs sur lesquels on peut réagir. Je ne détiens pas la vérité, ça c'est certain, et je peux me tromper comme je peux progresser moi-même aussi, c'est juste une réflexion pendant la lecture avec mes propres acquis. Voilà. Donc sinon, il y a toujours moyen de faire la même chose ou de lire d'autres commentaires. Je vais pas m'étaler un plus parce que je vois que ça avance déjà, l'heure tourne. Donc on va repartir sur la lecture et nous en sommes donc toujours au chapitre 6, la partie 2, et nous reprenons directement dans le texte. Donc n'hésitez pas à réécouter soit la fin de l'autre vidéo, mais a priori là on va passer sur un autre sujet. C'est parti. Examinons maintenant comment, lorsque Mesmer eut importé en France son Bacquet et son système entièrement basé sur la philosophie et la doctrine de Paracelse, la grande découverte psychologique et physiologique fut traitée par les médecins. Cela démontrera combien l'ignorance, la légèreté et les préjugés peuvent avoir de prise sur un corps scientifique lorsque le sujet froisse leurs théories les plus chères. C'est d'autant plus important que c'est probablement à la négligence du comité de l'Académie française des sciences en 1784 que sont dues les tendances matérialistes du public et certainement les lacunes que ses plus dévoués professeurs reconnaissent exister dans la philosophie atomique.
Le comité de 1784 comprenait des hommes éminents tels que Bory, Salin, Darcet et le fameux Guillotin, auxquels vinrent s'ajouter par la suite Franklin, Leroy, Bailly, Deborgue et Lavoisier. Bory mourut peu de temps après sa nomination, et il fut remplacé par Magot. Il est impossible de révoquer en doute deux choses, savoir que le comité commença ses travaux sous l'influence de préjugés très violents, et uniquement parce qu'il en avait reçu l'ordre péremptoire du roi. Et en second lieu, que sa manière d'observer les faits délicats du mesmérisme fut fort peu judicieuse et mesquine. Le rapport rédigé par Bailly était destiné à donner le coup de grâce à la nouvelle science. Il fut ostensiblement répandu dans les écoles et dans tous les rangs de la société, excitant des sentiments d'une profonde amertume chez une grande partie de l'aristocratie et de la classe commerciale riche qui avait patronné Mesmer et avait été témoin oculaire de ses cures. Ante de Jussieu, académicien du plus haut rang, qui avait étudié à fond la question avec l'éminent médecin de la cour, Dellon publia un contre-rapport rédigé avec la plus minutieuse exactitude, dans lequel il soutenait la nécessité de faire observer soigneusement par la faculté de médecine les effets thérapeutiques du fluide magnétique et insistait sur la publication immédiate de leurs observations et de leurs découvertes. Sa demande fut appuyée par un grand nombre de mémoires, d'ouvrages de polémique et de livres dogmatiques développant des faits nouveaux. Et les œuvres de Touret, intitulées « Recherches et doutes sur le magnétisme animal », dans lesquelles était déployée une vaste érudition, stimulèrent les recherches dans les souvenirs du passé et les phénomènes magnétiques chez les nations qui se sont succédé depuis l'Antiquité la plus reculée, furent placés sous les yeux du public. La doctrine de Mesmer était tout simplement une réédition des doctrines de Paracelse. Van Helmont, Santanelli et Maxwell l'Écossais. Et il s'était même rendu coupable de copier les textes de l'ouvrage de Bertrand en les énonçant comme ses propres principes. On a une petite annotation du magnétisme animal en France, Paris, 1826. Dans le livre de Stewart, donc The Conservation of Energy, l'auteur envisage l'univers comme composé d'atomes avec un agent intermédiaire entre eux, faisant l'office de la machine et les lois de l'énergie pour la faire marcher. Le professeur Human nomme cela une doctrine moderne, mais nous trouvons parmi les 27 propositions mises en avant par Mesmer en 1775, juste un siècle auparavant, dans sa lettre à un médecin étranger, ce qui suit. Premièrement, il existe une influence mutuelle entre les corps célestes, la Terre, et les corps vivants. Deuxièmement, un fluide universellement répandu et continue de façon à... Alors attendez, je vais vous le remettre. Deuxièmement, un fluide universellement répandu et continue de façon à l'admettre point de vide. En fait, j'ai des caractères effacés parce que là, on est en italique. Dont la subtilité est au-dessus de toute comparaison et qui de sa nature est susceptible de recevoir, de propager et de communiquer toutes les impressions de motion, est le médium de cette influence. Il paraissait, d'après cela, que la théorie n'est pas aussi nouvelle après tout. Le professeur Stewart dit « Nous pouvons considérer l'univers comme une vaste machine physique. » Et Mesmer dit « Troisièmement, cette action réciproque est assujettie à des lois mécaniques inconnues jusqu'à ce jour. » Le professeur Meyer, réaffirmant la doctrine de Gilbert que la Terre est un grand aimant, remarque que les variations mystérieuses dans l'intensité de cette force paraissent être subordonnées aux émanations du Soleil, changeant avec les révolutions divines et annuelles apparentes de ce globe, et vibrant sympathiquement avec les immenses vagues de feu qui s'agitent à sa surface. Il parle de fluctuations constantes, de flux et de reflux, de l'influence dirigeante de la Terre. Voici ce que dit Mesmer. De cette action résultent des effets alternants qui peuvent être considérés comme un flux et un reflux. Cinquièmement,
C'est par cette opération la plus universelle de celle que nous offre la nature que les relations d'activité se nouent entre les corps célestes, la Terre et ses parties constituantes. Il y en a encore 2 qui seront intéressantes à lire pour nos savants modernes. 6e, les propriétés de la matière et des corps organisés dépendent de cette opération. 7e, le corps de l'animal éprouve les effets alternés de cet agent, et c'est en s'insinuant lui-même dans la substance des nerfs qu'il les affecte immédiatement. Parmi d'autres ouvrages importants, parus entre 1798 et 1824, époque où l'Académie nomma une seconde commission pour étudier le magnétisme, les Annales du magnétisme animal par le baron d'Hénin de Cuvilliers, lieutenant général, chevalier de Saint-Louis, membre de l'Académie des sciences et correspondant de plusieurs sociétés savantes d'Europe, pourraient être consultés avec avantage. Et il y avait tout le patronyme. En 1820, le gouvernement prussien engagea l'Académie de Berlin à offrir un prix de 300 ducats d'or pour la meilleure thèse sur le mesmérisme. La Société royale scientifique de Paris, sous la présidence de S.A.R. le duc d'Angoulême, offrit une médaille d'or pour le même objet. Le marquis de Laplace, pair de France, un des 40 de l'Académie des sciences, etc., publia un livre intitulé « Essais philosophiques sur les probabilités », dans lequel l'éminent savant s'exprime comme suit. De tous les instruments dont nous pouvons nous servir pour connaître les imperceptibles agents de la nature, les plus sensibles sont les nerfs, particulièrement lorsque les influences exceptionnelles augmentent leur sensibilité. Les phénomènes singuliers qui résultent de cette extrême sensibilité nerveuse de certains individus ont donné naissance à diverses opinions sur l'existence d'un nouvel agent qui a été dénommé magnétisme animal. Nous sommes si loin de connaître tous les agents de la nature et leurs divers modes d'action qu'il serait peu philosophique de nier des phénomènes tout simplement parce qu'ils sont inexplicables dans l'état actuel de nos connaissances. Il est strictement de notre devoir de les examiner avec attention, d'autant plus scrupuleuse qu'il paraît plus difficile de les admettre. Les expériences de Mesmer furent beaucoup perfectionnées par le marquis de Puységur, qui se passa complètement d'appareil et opéra des heures remarquables. Alors c'est des cures remarquables, les caractères sont effacés, c'est infernal. Opéra des cures remarquables parmi les fermiers et ses propriétés de Barancy. Ces faits ayant été publiés, un grand nombre de personnes instruites expérimentèrent avec succès et en 1825, M. Foissac proposa à la faculté de médecine d'instituer une nouvelle enquête. Un comité spécial composé du docteur Adelon, Parisset, Marc, Burdin aîné, avec Husson comme rapporteur, unit ses efforts à ceux du savant pour faire accepter la proposition. Il fit le noble aveu que, en matière de science, une décision, quelle qu'elle soit, n'est jamais absolue et irrévocable. Ça c'est vrai. Et il nous fournit le moyen d'apprécier la valeur qu'il fallait attacher aux conclusions du comité de Franklin de 1784, en disant que les expériences sur lesquelles était basé ce jugement paraissaient avoir été conduites sans la présence simultanée et nécessaire de tous les membres de la commission, et avec des prédispositions morales qui, suivant les principes de la nature, du fait qu'ils avaient été appelés à examiner, devaient motiver leur échec complet. Ce qu'ils ont dit du magnétisme en tant que remède secret a été dit bien des fois par les écrivains du spiritisme moderne les plus respectés, et notamment il est du devoir de l'Académie de l'étudier, de le soumettre à des épreuves afin d'en enlever la pratique et l'usage à des personnes tout à fait étrangères à l'art qu'ils abusent des moyens qu'il fournit et en font un objet de lucre et de spéculation. Ce rapport provoqua de longs débats, mais au mois de mai 1826.
l'Académie nomma une commission qui comprenait des illustres noms, les noms suivants. Leroux, Bourdois de la Motte, Double, Magendie, Guersan, Husson, Thilaille, Marc, Itard, Fourquier et Guénaud de Mussy. Peut-être un de ces noms est-il un de vos ancêtres? Elle commença ses travaux sur le champ, qu'elle continua pendant 5 années, communiquant à l'Académie par l'entreprise de M. Husson le résultat de leurs observations. Le rapport renferme les comptes rendus des phénomènes classés en 34 paragraphes différents. Mais comme ce travail n'est pas spécialement consacré à la science du magnétisme, nous nous contenterons de quelques courts extraits. Il affirme que ni le contact des mains, ni les frictions, ni les passes ne sont invariablement indispensables puisque dans plusieurs occasions la volonté, la fixité du regard avaient suffi pour produire des phénomènes magnétiques, même à l'insu de la personne magnétisée. Des phénomènes thérapeutiques bien attestés dépendent du magnétisme seul et ne peuvent être produits sans lui. L'état de somnambulisme, donc état modifié de conscience, existe et occasionne le développement de nouvelles facultés qui ont reçu la dénomination de clairvoyance, intuition, prévision interne. Le sommeil magnétique a été provoqué dans des circonstances où les sujets ne pouvaient voir et étaient parfaitement ignorants des moyens employés pour l'occasion. Le magnétiseur, s'étant une fois rendu maître de son sujet, peut le mettre complètement en état de somnambulisme, l'en tirer sans qu'il le sache, étant même hors de sa vue, à une certaine distance à travers les portes fermées. Les sens extérieurs de la personne endormie paraissent entièrement paralysés, en mettant en action une nouvelle série de sens. Le plus souvent, le somnambule reste complètement étranger au bruit extérieur et inattendu fait à ses oreilles, tel que le son de vases en cuivre frappés avec violence, la chute d'un objet lourd, etc. On peut lui faire respirer de l'acide chlorhydrique et de l'ammoniac sans l'incommoder, et même sans qu'il le soupçonne. La commission avait pu chatouiller ses pieds, ses narines et des angles des paupières avec les barbes d'une plume. Pincer la peau de façon à lui provoquer des ecchymoses, le pauvre, le piquer sous les ongles, avec une épingle enfoncée à une certaine profondeur sans causer la moindre souffrance et sans qu'il fût le plus léger signe qui indiqua le moins du monde qu'il en eût conscience. En un mot, nous avons vu une personne qui a été insensible à une des plus pénibles opérations de la chirurgie et dont l'attitude, le pouls et la respiration ne manifestaient pas la plus légère émotion. Voilà pour ce qui concerne les sens extérieurs. Maintenant, voyons ce qu'ils ont à dire au sujet des sens internes qui peuvent justement être considérés comme démontrant une différence marquée entre l'homme et le protoplasme de mouton. Alors là, elle met entre guillemets « pendant qu'ils sont dans cet état de somnambulisme », dit le rapporteur. Les sujets magnétisés que nous avons observés conservent l'exercice des facultés qu'ils ont à l'état de veille. Leur mémoire paraît même être fidèle et plus étendue. Nous avons vu 2 somnambules distinguer les yeux fermés des objets placés devant eux. Ils ont dit, sans les toucher, la couleur et la valeur des cartes. Ils ont lu des mots tracés avec la main seulement ou quelques lignes d'un livre ouvert au hasard. Ce phénomène a eu lieu même lorsque les paupières étaient closes au moyen des doigts. Nous avons rencontré chez deux somnambules la faculté de prévoir des actes plus ou moins compliqués de l'organisme. L'un d'eux annonça plusieurs jours et même plusieurs mois à l'avance le jour, l'heure et la minute où des attaques d'épilepsie devaient se produire à récidiver. Un autre prédit le moment de la guérison. Leurs prévisions se réalisèrent avec une exactitude remarquable. Le rapporteur, dit-il,
qui a recueilli et communiqué des faits suffisamment importants pour induire à penser que l'Académie doit encourager les recherches sur le magnétisme comme une très curieuse branche de l'histoire psychique et naturelle, la commission concluait en disant que les faits étaient si extraordinaires qu'elle pouvait à peine s'imaginer que l'Académie voulut admettre leur réalité, mais elle protestait qu'elles avaient été constamment animées de sentiments honnêtes et guidées par des motifs d'un ordre élevé, l'amour de la science et la nécessité de justifier les espérances que l'Académie avait conçues de son zèle et de son dévouement. Ces craintes furent complètement justifiées par la conduite d'au moins un de ses membres qui s'était absenté au moment des expériences, et qui, nous dit M. Husson, ne jugea point convenable de signer le rapport. Ce fut Magendie, le physiologiste, qui, malgré la constatation faite au rapport officiel qu'il n'avait pas été présent aux expériences, n'hésita pas à consacrer 4 pages de son fameux ouvrage sur la physiologie humaine à la question du mesmérisme, après avoir fait un résumé sommaire des phénomènes allégués et ne les admettant que sous réserve, comme voulaient l'exiger l'érudition et la science éminente de ses collègues de la commission. Il dit: le respect de soi-même et la dignité de la profession veulent qu'on traite des choses avec prudence. Il, le médecin bien informé, se souviendra combien il est facile de voir le mystère dégénérer en charlatanisme et combien la profession est apte à se déshonorer même en apparence lorsqu'elle est appuyée par des praticiens remarquables. Aucun mot dans le texte ne révèle au lecteur le secret de sa nomination par l'Académie pour faire partie de la commission en 1826. Qu'il n'avait pas été présent, donc il n'y a aucun mot en fait sur le fait qu'il n'avait pas été présent à ces réunions, ce qui lui avait fait manquer l'occasion d'apprendre la vérité au sujet des phénomènes magnétiques et que par conséquent il prononçait son jugement ex parte. Le respect de soi-même et la dignité de la profession voulaient sans doute qu'il gardât le silence. Oui, vous savez, comme aujourd'hui, ça reste très... c'est difficile après de revenir là-dessus. Et puis la qualification qu'il va y avoir des collègues, ça va être un petit peu chaud pour lui. 38 ans plus tard, un savant anglais dont la spécialité est l'étude de la physique et dont la réputation est même plus grande que celle de Magendie, s'abaissa par une conduite tout aussi déloyale. Lorsque l'occasion d'étudier les phénomènes spirites lui fut ouverte pour aider à la retirer des mains d'investigateurs ignorants ou malhonnêtes, le professeur Tyndall évita le sujet. Mais, dans ses Fragments of Science, il se rendit coupable des appréciations peu chevaleresques que nous avons citées ailleurs. Nous disons mal. Il fit une tentative et cela lui suffit. Il nous dit, dans ses fragments, qu'il se plaça une fois sous une table pour voir comment les coups étaient frappés, et qu'il en sortit avec une indignation telle contre l'humanité qu'il n'en avait jamais éprouvé de pareil. Israël Putman, se traînant sur ses genoux et sur ses mains pour surprendre et tuer la louve de son repère, nous fournit le seul parallèle pour faire apprécier le courage du chimiste marchant à tâtons dans l'obscurité à la rencontre de l'horrible vérité. Mais Pitman tua sa louve tandis que Tyndall fut dévoré par la sienne. Sub massa desperatio devrait être la devise de son écu. Parlant du rapport de la commission de 1824, le docteur Alphonse Test, un savant et distingué contemporain, dit qu'il fit une profonde impression sur l'Académie, mais sans convaincre personne. La louvre en les guillemets, nul ne mettait en doute la véracité des commissaires, dont la bonne foi, aussi bien que le grand savoir, était incontestable, mais on les soupçonna d'avoir été dupés. Il y a en effet certaines vérités fâcheuses qui compromettent ceux qui ont la foi, et ceux surtout qui sont assez candides pour l'avouer publiquement. Que cela est vrai, c'est un fait qu'attestent toutes les annales de l'histoire, depuis les premiers temps jusqu'à ce jour. Lorsque le professeur Robert Hart annonça les résultats préliminaires de ses investigations sur le spiritisme, et bien qu'il fût un
des plus éminents chimistes et physiciens de son temps, on le considéra néanmoins comme un dupe. Lorsqu'il prouva qu'il ne l'était pas, on l'accusa d'être tombé en enfance. Les professeurs du collège d'Harvard désavouèrent son adhésion insensée à cette gigantesque mystification. Vous voyez, c'est violent quand même. Lorsque ce savant commença ses investigations en 1853, il annonça qu'il se sentait appelé par devoir pour ses semblables à user de toute influence qu'il possédait, pour arrêter la marée de la folie populaire qui montait rapidement en dépit de la raison de la science en faveur de la grossière illusion nommée spiritisme. Malgré que d'après sa propre déclaration, il partageait l'opinion de Faraday sur la théorie des tables tournantes, il eut la vraie grandeur d'âme qui caractérise les princes de la science en étudiant la question à fond et en proclamant ensuite la vérité. Il nous montre comment il en fut récompensé par ses collègues. Dans une conférence donnée à New York en septembre 1854, où il dit que, pendant plus d'un demi-siècle, il s'est constamment occupé de recherches scientifiques que son exactitude et sa précision n'ont jamais été mises en doute, jusqu'au moment où il est devenu spirit, et que son intégrité comme homme n'avait jamais été attaquée, jusqu'au jour où les professeurs du collège d'Harvard fulminèrent leur rapport contre ce qu'ils savaient être vrai et ce qu'ils savaient ne pas être faux. Alors 1854, les amis, ça nous fait 150, 170, non. 171 ans quasiment. Vous vous rendez compte? Ça fait beaucoup. Non, 46 ans plus 100, pardon. Ça fait 146 plus 25. 146 plus 25, 146 plus 20. On est à 166 plus 5, 171 ans. Et B. Et on en était déjà là. Mais qu'est-ce qui s'est passé jusque-là? C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? C'est beaucoup, ce nombre d'années-là. Ça fait quasiment 3 générations. Qu'est-ce qui s'est passé? On continue. Quelle douleur exprimée en peu de mots. Un vieillard de 77 ans et un savant d'un demi-siècle abandonné pour avoir dit la vérité. Et voici que monsieur A.R. Wallace, qui jusqu'ici avait été estimé parmi les plus illustres des savants anglais, ayant proclamé sa croyance au spiritisme et au magnétisme, n'excite plus que la compassion. Le professeur Wagner de Saint-Pétersbourg, dont la réputation comme zoologiste est mondiale, subit à son tour toute la peine de sa candeur exceptionnelle dans la manière outrageante dont il est traité par ses collègues et les savants russes. Il y a savants et savants. Et si les sciences occultes, dans l'exemple du spirit moderne, souffrent de la méchanceté d'une classe, elles ont eu néanmoins, dans tous les temps, leurs défenseurs parmi ceux dont les noms ont jeté un éclat sur la science elle-même. Au premier rang figure Isaac Newton, le flambeau de la science qui croyait pleinement au magnétisme, tel que l'enseignait Paracels, Van Helmont et les philosophes hermétiques en général. Personne n'osera contester que sa doctrine de l'espace et de l'attraction universelle ne soit purement une théorie du magnétisme. Si ses propres paroles ont une signification, elles veulent dire qu'il fonde toutes ses spéculations sur l'âme du monde, le grand agent magnétique universel, qu'il nomme le divin sensorium. Une petite annotation, Fundamental Principle of Natural Philosophy. C'est là on trouve ce livre. C'est la source. Ici, dit-il, la question roule sur un esprit subtil qui pénètre toutes les choses, même les corps les plus durs, et qui est caché dans leur substance. Par la force et l'activité de cet esprit, les corps s'attirent mutuellement et adhèrent ensemble lorsqu'ils sont mis en contact. C'est par lui que les corps électriques agissent de loin comme de près, s'attirent ou se repoussent. C'est par cet esprit aussi que la lumière se répand,
qu'elle s'est réfractée et réfléchie, et qu'elle réchauffe les corps. Tous les sens sont excités par cet esprit, et c'est par lui que les animaux mettent leurs membres en mouvement. Mais ces choses ne peuvent être expliquées en peu de mots, et nous n'avons pas encore assez d'expérience pour déterminer pleinement les lois en vertu desquelles cet esprit universel agit. Il y a 2 sortes de magnétisation, la première est purement animale et l'autre est transcendante, dépendant de la volonté et du savoir du magnétiseur, aussi bien que du degré de spiritualité du sujet et de son aptitude à recevoir les impressions de la lumière astrale. Nous devons d'abord nous assurer que la clairvoyance dépend bien plus de la première que de la seconde. Le sujet le plus positif est forcé de se soumettre à la puissance d'un adepte comme Dupotet. Si sa vue est convenablement dirigée par le magnétiseur, magicien ou esprit, la lumière devra livrer à notre examen les secrets les plus cachés, car si elle est un livre toujours fermé, pour ceux qui voient et ne perçoivent pas, il est d'autre part toujours ouvert pour ceux qui veulent le voir ouvert. Ça, c'est une très très belle phrase. Je pourrais pas la mettre sur un short, c'est dommage, mais parce qu'elle sort de son contexte, mais vous avez bien compris, et c'est très sympa. Je vous la relis, allez, pour le plaisir. Si elle est un livre... Alors, la lumière devra livrer à notre examen les secrets les plus cachés, car si elle est un livre toujours fermé pour ceux qui voient et ne perçoivent pas, il est d'autre part toujours ouvert pour ceux qui veulent le voir ouvert. Voilà, comme ça c'est dit. Ce livre contient le souvenir inaltéré de tout ce qui a été, est ou sera. Les moindres actes de notre vie y sont retracés et même nos pensées demeurent photographiées sur ces tablettes éternelles. C'est le livre que nous voyons ouvrir par l'ange dans l'Apocalypse, lequel est le livre de vie, et c'est sur lui que les morts seront jugés suivant leurs œuvres. En un mot, c'est la mémoire de Dieu. Il le met avec un grand point d'exclamation. Les oracles affirment que l'impression des pensées, des caractères des hommes et autres visions divines apparaissent dans l'éther. Les choses qui n'ont point de forme en prennent une, et y sont figurées. Ceci est dit par un ancien fragment des oracles chaldéens de Zoroastre. Donc là, elle nous met la petite annotation, The Chaldean Oracle, Cori. Ainsi la sagesse, la science et la prophétie ancienne et moderne concourent à confirmer les assertions des kabbalistes. C'est sur les indestructibles tablettes de la lumière astrale qu'est imprimée la représentation de chaque pensée que nous formons, de chaque acte que nous accomplissons. C'est là que les événements futurs, effets de cause depuis longtemps publiés, sont déjà dessinés comme un tableau vivant, que l'œil du voyant ou du prophète peut voir et dont il peut suivre les contours. La mémoire qui fait le désespoir des matérialistes, l'énigme du psychologue, le sphinx de la science, est pour l'étudiant des anciennes philosophies tout simplement un nom pour désigner la puissance inconsciemment exercée par l'homme qui partage avec beaucoup d'animaux inférieurs de regarder avec la vue interne de son âme dans la lumière astrale et d'y voir l'image des sensations et des incidents passés. Au lieu de chercher des ganglions cérébraux pour y retrouver des micrographies des vivants et des morts, des lieux que nous avons visités et des événements auxquels nous avons été mêlés, ils allaient au vaste dépôt où ces souvenirs de la vie de l'homme, aussi bien que chaque pulsation du monde visible, sont conservés pour toute l'éternité. L'éclair de mémoire qui, d'après la tradition, montre à l'homme qui se noie les scènes depuis longtemps oubliées de sa vie mortelle, comme un paysage se révèle aux voyageurs à la lueur interminante des éclairs, est tout simplement un coup d'œil rapide que l'âme en lutte jette dans les silencieuses galeries où son histoire est peinte en couleurs inaltérables. Le fait bien connu, confirmé par l'expérience personnelle de 9 personnes sur 10, que nous reconnaissons souvent comme familiers des sites, des paysages ou des conversations que nous voyons ou entendons pour la première fois,
et souvent dans des contrées que nous n'avions jamais visitées, est un effet des mêmes causes. Ceux qui croient à la réincarnation invoquent ce fait comme une preuve additionnelle d'une existence antérieure dans d'autres corps. Ils attribuent cette reconnaissance d'hommes, de pays et de choses que nous n'avons jamais vues à des éclairs de mémoire de l'âme dans son existence antérieure. Mais les hommes de l'Antiquité ainsi que les philosophes du Moyen-Âge soutiennent énergiquement une opinion contraire. Alors là, mais ce passage laisserait supposer que, alors c'est le traducteur, c'est l'éditeur qui met cette note-là, donc c'est signé un note de l'éditeur, ce passage laisserait supposer que Blavatsky ne croyait pas à la réincarnation lorsqu'elle écrivit Isis dévoilée. Elle y croyait bel et bien, ainsi que nous le constaterons plus tard. Voilà, on reprend dans le livre. Ils affirment que, bien que ce phénomène psychologique soit un des plus puissants arguments en faveur de la survivance et de la préexistence de l'âme, comme cette dernière est dénouée d'une mémoire individuelle, autre que celle de notre cerveau physique, ce n'est point là la preuve de la réincarnation. Ainsi que l'exprime très bien Eliphas Lévy, la nature ferme la porte après chaque chose qui passe et pousse la vie en avant dans des formes plus parfaites. La chrysalide devient papillon, mais celui-ci ne se transforme jamais de nouveau en larve. Dans le calme des heures nocturnes, lorsque nos sens corporels sont emprisonnés dans les fers du sommeil et que notre corps élémentaire repose, la forme astrale devient libre. Elle s'envole alors de sa prison terrestre et, suivant l'expression de Paracels, elle fraye avec le monde extérieur et voyage à travers les mondes visibles et invisibles. Dans le sommeil, dit-il, le corps astral, entre parenthèses âme, est libre de ses mouvements. Elle prend alors son essor vers ses parents et lie conversation avec les étoiles. Les rêves, les visions, la préscience, les pronostics et les pressentiments sont des impressions laissées par notre esprit astral dans notre cerveau qui les reçoit, plus ou moins distinctement, suivant la quantité de sang dont il est pourvu pendant les heures de sommeil. Plus le corps est épuisé, plus l'homme spirituel est libre et plus vivaces sont les impressions sur la mémoire de notre âme. Alors ça, je voudrais réagir à ça parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est mon avis et vous pourrez donner le vôtre justement. C'est justement quand vous êtes le plus fatigué, quand vous êtes éreinté, qu'on peut faire pour moi le moins d'expériences. En général, les expériences vont arriver beaucoup plus quand on dort souvent, suffisamment, voire plus que la normale, dans le sens où on est quand même reposé. Il n'y a pas besoin de réénergiser le corps, de le reposer. Pourquoi ? Parce que quand même, lorsqu'on fait des états modifiés de conscience, vous me direz vous de votre côté, mais ça fatigue, c'est-à-dire que le corps ne se repose pas. C'est pas parce que vous êtes dans un rêve lucide ou dans un voyage astral que votre corps pendant ce temps dort. Il va être endormi certes, mais ça coûte quand même aussi énergétiquement, dans le sens où le lendemain matin vous n'êtes pas forcément parfaitement reposé. Voilà, c'est ce que je voulais dire à ce propos. Et c'est vrai que j'ai su que par rapport au rêve, par exemple, le rêve se formait apparemment dans les dernières secondes juste avant le réveil, et que on avait l'impression d'avoir rêvé des heures, alors qu'apparemment c'était pas le cas puisque c'était les dernières secondes. Sauf que je me posais la question quand même pour tout ce qui est rêve lucide, parce que rêve lucide, on peut avoir des rêves lucides qui peuvent durer quand même très très longtemps, et qui sont notamment assez fatigants quand même, c'est-à-dire on se réveille et on n'a pas forcément l'impression d'avoir beaucoup dormi. Et donc si effectivement les rêves se situent dans la minute, voire les deux derniers, la minute, les secondes avant le réveil, comment est-ce possible qu'on ait ce ressenti de ne pas avoir suffisamment dormi ? Donc après là je résume vite fait, j'ai pas étudié la question, me prenez pas au mot directement. C'est une suggestion que j'envoie comme ça, et pour tout vous avouer, j'ai pas pris la peine de bien y réfléchir. Mais en tout cas, c'est pas une forme de fatigue, c'est que le cerveau, il a travaillé quand même pendant un certain moment. Donc, et ça, c'est quelque chose qui se ressent. Et donc, c'est vrai qu'on aura plus d'expérience, en tout cas, pour ma part, et dans le milieu d'expérienceurs à travers lequel j'évolue, quand même lorsque le corps est bien reposé, a bien dormi.
Il peut y avoir temporairement d'autres expériences dans des moments plus difficiles, mais c'est plus rare. Donc vous me donnerez, vous, justement, votre avis sur cette question. Plus le corps est épuisé, plus l'homme spirituel est libre, donc voilà, c'est ce qu'il disait, et plus vivaces sont les impressions sur la mémoire de notre âme. Donc moi je pense que c'est l'inverse. Dans le sommeil lourd et robuste, ininterrompu et sans rêve, en se réveillant et en reprenant conscience, on peut ne se souvenir de rien. Voilà. Et puis c'est quand même des sommeils assez lourds. Bah justement, il va peut-être me répondre. Elle va peut-être me répondre, Elena. Mais les impressions de scènes et de paysages que le corps astral a vus dans ses imprégnations, dans ses pérégrinations, sont toujours là, quoique latentes, sous la pression de la matière. Alors ça, vous voyez, elles peuvent se réveiller à un moment donné, et durant ces éclairs de la mémoire intime de l'homme, il s'opère un changement instantané d'énergie entre les univers visibles et les mondes invisibles. Un courant s'établit entre les micrographies des ganglions cérébraux et les galeries photocinématographiques. Les galeries photocénographiques de la lumière astrale. Et celui qui sait qu'il n'a jamais visité dans son corps ni vu le paysage ou la personne qu'il reconnaît, peut affirmer néanmoins qu'il les a vus et qu'il les connaît, car cette connaissance s'est faite pendant un voyage en esprit. En cela, les physiologistes n'ont qu'une seule objection à opposer. Ils répondront que dans le sommeil naturel, parfait et profond, la moitié de notre nature, qui est volitive, se trouve à l'état inerte, et par conséquent hors d'état de voyager. D'autant plus qu'ils considèrent l'existence de quelque chose, comme un corps individuel astral ou âme, comme à peine mieux qu'un mythe poétique. Blumenbach affirme que dans l'état de sommeil, tout rapport, toute relation entre l'esprit et le corps sont interrompus. Assertion démentie par le docteur Richardson qui rappelle aux savants allemands que les limites précises et les connexions de l'esprit et du corps étant inconnues, ce qu'il avance dépasse évidemment ce qu'il peut savoir. Cet aveu, joint à celui du physiologiste français Fournier et à celui du plus récent encore du docteur Aïchin, éminent médecin de Londres qui reconnaît franchement, dans une conférence faite devant ses élèves, que de toutes les recherches scientifiques qui touchent pratiquement aux intérêts de la société, il n'en est pas moins qui reposent sur des bases aussi incertaines et aussi plus sûres que la médecine. Donc, là, il me dit, nous donne un certain droit à opposer des... Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il a mis tout ça, mais il faut retrouver le sujet. Donc, je vais vous reprendre le sujet parce que là, il a pris quand même 3 lignes dans des guillemets. Vous allez comprendre pourquoi. Cet aveu joint celui du philosophiste, du physiologiste français Fournier et à celui plus récent encore du docteur Aïchin, éminent médecin de Londres, qui reconnaît franchement dans une conférence faite devant ses élèves que nous... Ah oui, alors voilà, il donne sa phrase, donc toutes les recherches scientifiques qui touchent pratiquement aux intérêts de la société, il n'en est point qui repose sur des bases aussi incertaines et aussi peu sûres que la médecine, nous donne un certain droit à opposer les hypothèses des savants de l'Antiquité à celles des savants modernes. Bon, phrase qui sert pas à grand chose. Nul homme, si matériel et grossier qu'il puisse être, ne peut éviter de mener une existence double, l'une dans le monde visible et l'autre dans le monde invisible. Le principe vital qui anime son enveloppe physique se trouve surtout dans son corps astral. Et tandis que les parties les plus animales de son être reposent, les parties plus spirituelles ne connaissent ni limites ni obstacles. Nous savons très bien que beaucoup de gens instruits, aussi bien que des ignorants, s'élèveront contre cette nouvelle théorie de distribution du principe vital. Ils aimeraient mieux rester dans la bienheureuse ignorance et continuer à avouer que personne ne sait ni peut prétendre dire d'où vient ce mystérieux agent et où il disparaît que de prêter un moment d'attention à ce qu'ils considèrent comme des théories antiques et surannées. Quelques-uns
se plaçant sur le terrain adopté par la théologie, objecteront que les animaux n'ont point d'âme immortelle, et par conséquent ne peuvent pas avoir d'esprit astral. Oh, ouais, je sais pas ça. Hein. Car, j'aimerais bien votre avis là-dessus. Car les théologiens, de même que les laïcs, vivent sous l'impression erronée que l'âme et l'esprit sont une seule et même chose. Mais si nous étudions les idées de Platon et des autres philosophes de l'Antiquité, nous n'avons pas de peine à comprendre que, tandis que l'âme irrationnelle, par laquelle Platon désigne notre corps astral, ou la partie la plus éthérée de notre être, peut n'avoir tout au plus qu'une continuité d'existence plus ou moins prolongée au-delà du tombeau, le divin esprit, appelé à tort âme par l'Église, est immortel par son essence même. Là, elle met entre parenthèses. Tous les traits hébraïsants comprendra et appréciera très aisément la différence qui existe entre les deux mots, rua et nephesh. Si le principe vital est quelque chose en dehors de l'esprit astral, et non en rapport avec lui, comment se fait-il que l'intensité des pouvoirs de clairvoyance soit aussi subordonnée à la prostration corporelle du sujet? Plus la léthargie est profonde, plus les signes de vie donnés par le corps sont faibles. Plus les perceptions spirituelles deviennent claires et plus les visions de l'âme sont puissantes. Oui, alors là, c'est encore autre chose. On n'est pas que dans le sommeil. Oui, je suis d'accord. C'est la profondeur. On arrive sur des ondes delta et effectivement, sur les ondes delta, on a beaucoup plus moyen de capter des choses. Alors peut-être que ça viendrait du fait de pouvoir les faire revenir. Voilà. Peut-être que quand on est très 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 fatigué, on partait tellement loin. Mais je sais pas, il y a quand même un doute. Vous voyez, là, je reviens peu après à ce que je viens de dire avant. Donc je peux changer d'avis aussi. C'est ce que je disais au début de la vidéo et surtout sur d'autres vidéos aussi. Donc, par les ondes delta, effectivement, on peut accéder à beaucoup plus de choses. Mais, c'est généralement quand même en très grande fatigue qu'on n'a pas forcément les expériences les plus intéressantes. Ça, je reste quand même là-dessus. Et je ne sais pas si c'est en rapport avec les ondes ou quoi que ce soit, les ondes du cerveau. Il faudrait voir ça de plus près. Il faudrait étudier la question. Et je ne l'ai pas fait, donc je pourrais pas vous donner plus d'éléments, mais n'hésitez pas vous de votre côté. Donc, plus la léthargie est profonde, plus les signes de vie donnés par le corps sont faibles, plus les perceptions spirituelles deviennent claires, et plus les visions de l'âme sont puissantes. L'âme, délivrée du fardeau des sens corporels, montre alors un degré d'activité et de puissance bien supérieur à celui qu'elle pourrait déployer dans un corps robuste et fort. Brière de Boismont fournit des exemples répétés de ce fait. Les organes de la vue, de l'odorat, du goût, de l'ouïe et du toucher deviennent beaucoup plus parfaits chez un sujet magnétisé privé de la possibilité de les exercer corporellement qu'ils ne le sont à l'état normal. Ces faits seuls, une fois démontrés, se posent comme une preuve indiscutable de la continuité de la vie individuelle, au moins pendant une certaine période, après que le corps a été abandonné par nous, soit par accident, soit par épuisement. Ah, ça c'est encore autre chose. Mais quoique durant son court séjour sur la terre, notre âme puisse être comparée à une lumière cachée sous un boisseau, elle brille cependant encore avec plus ou moins d'éclat, et elle attire à elle les influences des esprits doués des mêmes propriétés qu'elle. Et lorsqu'une pensée bonne ou mauvaise est engendrée dans notre cerveau, elle lui communique des impulsions semblables irrésistiblement que l'aimant attire la limaille de fer. Cette attraction est proportionnée aussi à l'intensité avec laquelle l'impulsion de la pensée se fait sentir dans l'éther, et ainsi l'on peut comprendre comment un homme s'impose à son époque avec tant de force que l'influence est transmise par les courants d'énergie, sans cesse échangés entre les deux mondes, visibles et invisibles, d'âge en âge, jusqu'à ce qu'elle affecte une grande partie du genre humain. Il serait difficile de dire jusqu'à quel point les auteurs de Unseen Universe, entre parenthèses l'univers invisible, ont dirigé leurs pensées dans cette direction
Mais on peut en conclure qu'ils n'ont pas dit tout ce qu'ils auraient pu dire en lisant le passage suivant. Ouvrez les guillemets. Qu'on l'envisage comme l'on voudra, les propriétés de l'éther sont, sans aucun doute, un ordre bien plus élevé dans le champ de la nature que celles de la matière pondérable. Or, comme même les grands prêtres de la science trouvent encore ces dernières bien au-dessus de leurs facultés de compréhension, sauf dans des cas particuliers, nombreux, mais de minime importance, et souvent isolés, il ne nous siérait point de pousser plus loin nos spéculations. Il est suffisant pour le but que nous avons en vue que nous sachions, d'après ce que l'éther fait, qu'il est capable d'infiniment plus de choses que l'on ne sait encore hasarder à le dire. Une des plus intéressantes découvertes des temps modernes est celle de la faculté qui permet à une certaine catégorie de personnes sensitives de recevoir d'un objet quelconque placé dans leurs mains ou appliqué sur leur front des impressions sur le caractère ou l'aspect de l'individu ou de l'objet avec lequel il a été antérieurement en contact. Oui, ça c'est connu, ça c'est cette faculté de pouvoir toucher un objet et d'avoir les informations qu'il a pu acquérir. Donc ça vous permet de voir à qui a appartenu l'objet et peut-être même des mémoires de cet objet. Donc ça se pratique dans certaines sociétés, mais aussi en psychologie et en parapsychologie. On va vous apprendre à toucher l'objet et essayer d'avoir des informations sur cet objet. Ainsi, un manuscrit, un tableau, un vêtement, un bijou, quelle qu'en soit l'antiquité, montre à la personne douée de cette sorte de sensibilité une image vivace de l'écrivain, du peintre ou de la personne qui en a été porteur. Même quand il aurait vécu du temps de Ptolémée ou Enoch. Bien plus, un fragment d'un édifice ancien rappellera son histoire et même les scènes qui se sont passées dans son enceinte ou dans son voisinage. Je commence à fatiguer. Un morceau de minerai provoquera dans l'âme la vision de l'époque où il était en voie de formation. Il faudra essayer, les amis, ça. Prenez un objet dans la main, vous vous concentrez, pas forcément, vous laissez venir au contraire. Vous laissez venir et puis vous faites un avec l'objet et vous voyez si vous avez des choses. Cette faculté est appelée par celui qui l'a découverte, M. Buchanan de Louisville, dans le Kentucky, psychométrie. La psychométrie. Ça a dû changer de nom depuis. C'est à lui que le monde est redevable de cette importante addition aux sciences psychologiques, et c'est à lui peut-être, quand le scepticisme aura été terrassé par une telle accumulation d'effets, que la prospérité élèvera une statue. En annonçant au public sa grande découverte, le professeur Buchanan, s'en tenant au pouvoir que représente la psychométrie de dessiner le caractère de l'homme, il dit « L'influence mentale et physiologique accordée à l'écriture paraît être indestructible, car les plus anciens spécimens que nous avons examinés donnaient leur impression avec une force et une honnêteté peu affaiblies par le temps. D'anciens manuscrits, exigeant un antiquaire pour en déchiffrer les étranges caractères, vu leur antiquité, étaient facilement interprétés par la puissance psychométrique. La faculté de conserver l'empreinte de l'esprit n'est point limitée à l'écriture. Les dessins, les tableaux, tout ce sur quoi la pensée, la volonté d'un homme s'est dépensée, vient s'enchaîner intimement à cette pensée, à cette vie, de façon à les retracer à l'esprit d'un autre, lorsqu'il y a contact. Sans pouvoir apprécier exactement, au début de sa découverte, toute la portée de ces prophétiques paroles, le professeur ajoute « Cette découverte, dans son application aux arts et à l'histoire, ouvrira une mine de renseignements intéressants. » L'existence de cette faculté fut exprimée et expérimentée pour la première fois en 1841. Elle a été vérifiée depuis par 1000 psychomètres dans différentes parties du monde. Elle prouve que tout événement de la nature, malgré son peu d'importance,
laisse son empreinte indélébile sur le monde physique et comme il n'en résulte pas d'une perturbation moléculaire appréciable, la seule induction possible est que ces images ont été produites par cette force universelle, invisible, l'éther ou la lumière astrale. Dans son charmant livre intitulé The Soul of Things, entre parenthèses l'âme des choses, le professeur Danton, le géologue, entre avec de grands détails dans une discussion de cette question. Il donne une multitude d'exemples du pouvoir psychométrique que Mistress Danton possède à un degré très marqué. Un fragment de la maison de Cicéron à Tusculum lui a permis de décrire, sans avoir la moindre connaissance de la nature de l'objet qui était placé sur son front, non seulement ce qui concernait la demeure du grand orateur romain, mais encore ce qui se rapportait au précédent propriétaire de la maison, Cornelius Cilia Félix ou Cilia le dictateur, nom sous lequel il est plus habituellement connu. Un fragment de marbre de l'ancienne église chrétienne de Smyrne fit apparaître devant elle son assemblée de fidèles et les prêtres officiants. Des fragments apportés de Ninive, de Jérusalem, de la Grèce, du mont Ararat, de la Chine et d'autres endroits du globe lui représentèrent des scènes de vie de personnages dont les cendres ont disparu depuis des milliers d'années. Dans bien des cas, M. Danton vérifia les annales historiques à la main l'exactitude de ces renseignements. Mieux que cela, un morceau de squelette ou de dent de quelque animal antédiluvien permit à la voyante d'apercevoir la créature telle qu'elle était de son vivant et même de vivre pendant quelques instants de sa vie et d'éprouver ses sensations. Devant l'enquête du psychomètre, les replis les plus cachés du domaine de la nature dévoilent leurs secrets, et les événements des époques les plus reculées rivalisent d'éclat, d'impression, avec les circonstances passagères d'hier. L'auteur s'exprime encore comme suit dans le même ouvrage. Pas une feuille ne tremble, pas un insecte ne rampe, pas une vague ne se meut, sans que chacun de ces mouvements ne soit relaté par 1000 scribes fidèles, dans des caractères infaillibles et indélébiles. Et cela est vrai de tout temps. Dès l'aurore de ce globe naissant, lorsqu'un rideau de vapeur flottait encore autour de son berceau, jusqu'à ce jour, la nature n'a cessé de photographier toute chose. Quelle galerie de tableaux que la sienne! Il nous semble impossible d'imaginer que les scènes qui ont eu lieu dans l'ancienne Thèbes ou dans quelques temples des temps préhistoriques ne soient photographiées que sur la substance de certains atomes. Les images des événements sont incrustées dans ce milieu universel, pénétrant tout et conservant tout, que les philosophes nomment l'âme du monde, et que M. Danton qualifie d'âme des choses. Le psychomètre, en appliquant un fragment d'une substance à son front, met son soin intérieur en relation avec l'âme intime de l'objet qu'il touche. Il est maintenant admis que l'éther universel interpénètre toute chose dans la nature, même les plus denses, comme l'eau pénètre à travers l'éponge. On commence dès lors à admettre aussi qu'il conserve les images de toutes les choses qui en sortent. Lorsque le psychomètre examine son spécimen, il est mis en contact avec le courant de lumière astrale en relation avec ce spécimen et qui conserve les tableaux des scènes associées à son histoire. Ces scènes, d'après Danton, défilent devant ses yeux avec la vitesse de la lumière. L'une après l'autre, elles se succèdent et s'entassent si rapidement que c'est seulement par un acte énergique que de la volonté qu'il en retient une dans le champ de vision assez longtemps pour pouvoir la décrire. Est-ce que ça vous fait pas penser un petit peu? C'est pas du tout la même chose, on est bien d'accord. Mais là, quand on parle de psychomètre, ça fait penser un peu au système du chronoviseur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, ça fait penser un peu à ça. Le psychomètre est clairvoyant, cela veut dire qu'il voit avec l'œil de son âme ou plutôt celui de son esprit. À moins que sa force de volonté ne soit très puissante, et à moins qu'il ne soit pleinement exercé à ce genre particulier de phénomène, et que sa naissance des aptitudes de sa vue
ne soit très profonde, ces perceptions des lieux, des personnages et des événements doivent être nécessairement très confuses. Mais dans le cas de magnétisation, on y revient, dans lequel cette même faculté de clairvoyance est développée d'une façon étonnante, l'opérateur qui tient la volonté au-dessus de sa dépendance peut forcer celui-ci à concentrer son attention sur un tableau spécial assez longtemps pour en observer tout le plus minutieux détail. De plus, sous la direction d'un magnétiseur expérimenté, le voyant dépasse le psychomètre naturel abandonné à lui-même dans la prévision des événements futurs qui se pressentent à lui plus distincts et plus clairs qu'à ce dernier. Si l'on objecte l'impossibilité de percevoir ce qui n'existe pas, nous poserons cette question. Pourquoi est-il plus impossible de voir ce qui sera que de se rappeler la vue de ce qui s'est passé et n'est plus? Je suis entièrement d'accord avec lui. C'est avec elle, pardon. Mais pardonnez-moi, je suis entre plusieurs livres en même temps, et là, pour une fois qu'on a une femme, ça va changer un petit peu. Et oui, pourquoi on se souviendrait du futur, pourquoi on se souviendrait du passé et pas du futur? Et oui, je vous renvoie aux travaux de Jocelyn Charrier à ce sujet avec Romuald Le Terrier. C'est vraiment, vraiment sympa. Donc, de plus, sous la direction d'un magnétiseur expérimenté, le voyant dépasse le psychomètre naturel abandonné à lui-même dans la prévision des événements futurs qui se présentent à lui plus distincts et plus clairs qu'à ce dernier. Si l'on objecte l'impossibilité de percevoir ce qui n'existe pas, nous poserons cette question. Pourquoi est-il plus impossible de voir ce qui sera que de rappeler la vue de ce qui s'est déjà passé? Et de ce qui est passé n'est plus. On va dire oui, mais c'est parce que c'est pas encore arrivé. Ben oui, mais ça, c'est notre perception. Ça, c'est notre perception. D'après la doctrine des kabbalistes, l'avenir existe dans la lumière astrale à l'état d'embryon, comme le présent existait dans le même état dans le passé. Tandis que l'homme est libre d'agir, comme il lui plaît, la façon dont il usera de sa liberté est connue d'avance. Et de tout temps, non point sur le terrain du fatalisme ou de la prédestination de la destinée, mais simplement en vertu du principe de l'harmonie universelle immuable, et de la même façon qu'on peut savoir à l'avance que lorsqu'une note de clavier est touchée, ces vibrations ne seront pas et ne pourront pas être changées en celles d'une autre note. Intéressant comme exemple. De plus, l'éternité ne peut avoir ni de passé, ni de futur, mais seulement un présent, de même que l'espace infini, dans le sens strict du mot, ne peut avoir d'endroit rapproché ou éloigné. Nos conceptions limitées au champ étroit de notre existence cherchent à déterminer sinon une fin, du moins ou un commencement au temps de l'espace. Mais rien de tout cela n'existe en réalité. Car s'il était autrement, le temps ne serait pas éternel ni l'espace infini. Le passé n'existe plus que l'avenir. Alors, le passé n'existe pas plus que l'avenir. Ah, vous avez vu, ici, je l'ai déjà fait, puis là, je l'ai pas fait. Non. Mais ça, c'est vous qui avez cette perception du temps. On a la perception du temps qui passe, mais on n'a pas une réelle perception du temps qui est. Pensez à bien ça, les amis. La perception du temps qui passe, mais pas du temps qui est. Le passé n'existe pas plus que l'avenir, ainsi que nous venons de le dire. Ce qui survit, c'est notre mémoire, et oui, et cette mémoire n'est que la vision qui reflète de ce passé dans les courants de la lumière astrale, de même que le psychomètre les saisit dans les émanations astrales de l'objet qu'il a en main. Voilà. Alors, je vous encourage lorsqu'on aura la prochaine partie, je vous encourage à revenir un petit peu sur la fin de cette vidéo pour pouvoir vous remettre un peu dans le bain. Mais ça, je vous le dirai. On va enchaîner sur la psychométrie encore, parce que là, elle va en parler encore beaucoup et je ne vais pas pouvoir continuer. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé le sujet de la psychométrie, justement. J'attends d'en voir un petit peu plus.
N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez, avec, vous savez, tout ce que tout le monde dit, tous les youtubeurs disent. En tout cas, ça me fait plaisir de voir des nouveaux abonnés. C'est toujours bien agréable. Et je vous dis à bientôt pour la suite. À bientôt pour d'autres livres ou la suite de Blavatsky sur livres ésotériques anciens. À bientôt, gros bisous.